Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la phobie en milieu professionnel avec Zohor Lamrani, maître hypnothérapeute et maître praticienne en PNL. Zohor, bonjour. Bonjour Nabila. Bienvenue sur Matin TV. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec surtout. plaisir. Alors, Zohor, à partir de quel moment on peut parler de la phobie en milieu professionnel? Alors, déjà, il faut faire la distinction entre phobie et peur. Donc la peur, c'est quelque chose qui est inné en nous. Parce que dans notre cerveau, il y a un petit noyau qu'on appelle l'amygdale qui est responsable de nos émotions et qui est responsable aussi de la peur. Donc la réaction de la peur est tout à fait normale. Le problème est que une peur devient anormale. Donc en réalité, quand on est face à un danger, c'est là où l'amygdale déclenche le signal d'alarme. Mais aujourd'hui, on a peur de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie cognition, donc les pensées, qui viennent en fait nourrir des pensées de peur. Et ces pensées vont déclencher une réaction émotionnelle qui va être aussi neurovégétative. Ça veut dire que le corps va répondre à cette réaction par de la sueur, peut-être l'accélération cardiaque, l'impression qu'on va tomber dans les pommes, l'impression qu'on va s'évanouir, limite pousser à un certain point la peur de mourir. Donc c'est ce qu'on appelle une attaque de panique. Donc ça veut dire que oui, l'attaque de panique peut être réelle quand on est face à un vrai danger. Mais la plupart du temps, ce sont nos pensées irrationnelles et irraisonnées qui vont en fait nous mettre dans un état d'alarme et donc on va en fait vivre les choses comme si on était en danger alors que non, ce sont juste nos pensées. Donc la peur et la phobie. La phobie, c'est quoi? La phobie, en fait, c'est une situation ou un objet qui va nous donner une sensation de peur, mais avec une attaque de panique et où l'évitement sera quasi systématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est face à cette situation, on va vouloir éviter. Donc du coup, la phobie, elle est composée de deux facteurs. D'abord, le facteur cognitif, donc les pensées irrationnelles et irraisonnées, avoir peur de l'avion, avoir peur des araignées ou des cafards ou whatever, ou peur de parler en public. Et aussi, le deuxième facteur, c'est quoi? C'est le facteur comportemental. Donc, c'est le fait de vouloir éviter et de ressentir une émotion positive qui est fausse, donc qui est faussement positive. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif d'un comportement négatif. On a l'impression que c'est génial, j'ai évité, ouf, enfin mon Dieu, mais en réalité non, on ne fait que renforcer la phobie. D'accord. Donc au milieu professionnel, clairement, il y a ce qu'on appelle la phobie de parler en public. Donc certaines personnes ont cette peur-là de s'exposer, mais la phobie de parler en public est aussi très liée à ce qu'on appelle la phobie sociale. La phobie sociale, c'est la peur du jugement. Peur du regard de l'autre. Donc quand on doit s'exposer en face de plusieurs personnes, là on peut en fait ressentir les réactions neurovégétatives du début de la panique, de l'attaque de panique ou la crise d'angoisse qui survient, donc la réaction corporelle et aussi les pensées qui viennent avec. Des pensées comme je ne vaux rien, je suis nulle, on va rire de moi, je vais dire des bêtises, je vais me tromper, etc., etc. Donc ces pensées qui n'aide pas la réaction neurovégétative. Au niveau physique, comment se manifeste cette peur? Alors justement, donc la pensée qui est inconsciente, déclenche un processus neurovégétatif du système nerveux. Ça veut dire qu'on va commencer à pâlir, on va commencer à suer, avoir les mains moites, le cœur qui accélère. Donc du coup, le cœur qui accélère, ça veut dire que le corps fait sortir beaucoup de dioxyde de carbone. Le fait que le corps commence à manquer le dioxyde de carbone, on commence à sentir qu'on va tomber dans les pommes. Et le fait de tomber dans les pommes, vu qu'on ne raisonne plus de la même manière, la personne pense qu'elle est en train de mourir, éventuellement. Donc ça, c'est quand on pousse les choses à bout. Voyez? Donc ça c'est la réaction physiologique de l'attaque de panique. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant-là? Alors, il y a deux choses. Encore une fois, il y a le travail pour essayer de calmer le système nerveux. Donc, il y a le moyen par les médicaments. Donc, bien sûr, il y a les anxiolytiques, mais aussi aujourd'hui les bêta-bloquants qui font le même effet à réduire un petit peu la réaction neurovégétative de l'attaque de panique. Mais pour moi, personnellement, d'accord, ça peut aider
ponctuellement. D'accord. Mais sur le long terme, il faut aller beaucoup plus profond que ça. Donc, il y a d'autres moyens pour réduire la réaction neurovégétative du système nerveux. Et ça, c'est par le travail comportemental et cognitif. Donc, travailler sur les pensées. Parce que, au final, ce sont pas les émotions qui causent la réaction physiologique. Ce sont les pensées. C'est pas notre environnement qui cause la réaction neurovégétative. Pourquoi est-ce qu'une personne va avoir la phobie de l'avion et que quelqu'un d'autre va trouver ça, l'avion magnifique, c'est libérateur, c'est l'occasion de partir, de s'envoler, limite. Donc, alors, on a la même situation, mais on a deux réactions différentes. Exactement. Ce ne sont pas donc les émotions, ce n'est pas la situation qui est phobogène, ce sont nos pensées. Ça se passe au niveau du cerveau. Exactement, c'est la cognition. Donc si on arrive à travailler notre cognition, si on arrive à travailler nos pensées et à démystifier et à rendre nos pensées beaucoup plus raisonnées et rationnelles, forcément on n'aura plus d'attaque de panique ou de réaction neurovégétative. Voilà. Mais à l'instant même, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors à l'instant même, il faut trouver un moyen de ralentir la réaction du système nerveux. Comment? Alors il y a ce qu'on appelle l'outil qu'on appelle un ancrage en fait. Donc, un ancrage c'est quoi? C'est l'association d'un geste, qui va lui provoquer une émotion interne. En l'occurrence, l'émotion interne voulue aujourd'hui, c'est ressentir du calme, limite instantanément. En fait, on fait des associations inconscientes toute notre vie. Des fois, il suffit de sentir un parfum et boum, on est transporté Exactement. vers soit un souvenir, soit une émotion interne. Des fois, une personne peut créer en nous un ancrage, soit positif, on la voit, on est heureux, soit négatif, on la voit et on est mal. Right? Exactement. Donc, on fait des ancrages de manière très inconsciente. Alors aujourd'hui, on peut les faire de manière consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut se mettre dans un état ressource. Un état ressource, ça veut dire l'état que tu veux obtenir, donc l'émotion que tu veux obtenir. Donc si tu veux obtenir du calme, tu peux te mettre dans un coin où tu vas être calme et détendu et faire en fait comme une séance, auto-hypnose si on le veut, ou une séance méditative, ou tout simplement penser à un moment dans ta vie où tu as ressenti du calme, où tu t'es senti tellement bien, tellement en phase avec toi-même, en équilibre avec toi-même. Et lorsque tu es plongé dans cet instant, dans cette image, tu agrandis l'image, tu rends la lumière de plus en plus claire, les sons de plus en plus forts, etc. Donc plus tu agrandis l'image, plus l'émotion interne s'agrandit. Et une fois que tu es dans cette émotion-là, et c'est là où il faut, boum, ancrer l'émotion. Donc comment est-ce qu'on va l'ancrer? On va choisir un geste. Donc le geste, ça peut être la main sur le ventre. Le geste, ça peut être le pouce et l'index ensemble. D'ailleurs, à l'école d'hypnose que j'ai, c'est comme ça que j'enseigne à mes élèves le fameux ancrage du calme, etc. Donc, quand on est dans cet état de calme, c'est là où on va ancrer et l'inconscient va faire l'association qu'à chaque fois que tu vas faire ce geste, tu vas obtenir du calme instantanément. Pour que l'ancrage marche, il faut le répéter. C'est normal. C'est par la répétition que la programmation se fait. Donc, c'est par le conditionnement. Donc, plus tu vas faire ton ancrage, et plus, en fait, il marchera pour toi. Comme ça, quand tu es face à une situation phobogène ou à une peur ou une situation anxiogène, il te suffira juste de faire ton ancrage et ton inconscient va déclencher le calme, l'émotion interne que tu voulais, et automatiquement ton système nerveux va se détendre. Et qu'est-ce qui se passe quand le système nerveux se détend? Là, on a accès à notre cognition, mais d'une manière beaucoup plus raisonnée, raisonnable et rationnelle. Donc du coup, on a des pensées moins anxiogènes. Voilà. En faisant quelques lectures sur ce thème, j'ai constaté que certains experts recommandent ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie cognitivo-comportementale, Oui. et qui consiste à peut-être aller confronter ses peurs. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est quoi? Cognitivo, ce sont les pensées. Comportementale, c'est comment je me comporte. Donc, essayer de comprendre mes pensées qui me poussent à me comporter de telle manière. C'est tout. Donc, par exemple, ça peut être la peur de parler en public, comme ça peut être la peur de l'abandon.
Hein? Donc, ce sont des pensées irraisonnées qui ne sont pas rationnelles, qui causent un comportement néfaste, un comportement limitant, etc. Donc oui, je recommande vivement de faire de la thérapie cognitivo-comportementale et aussi, sans oublier, trouver des outils qui vont instantanément vous mettre dans un état de calme. Pourquoi souffrir longtemps quand on a cette possibilité-là, par nous-mêmes et non pas par des molécules chimiques, hein, de se retrouver dans un état de calme. Si je te demande de partager des conseils avec tous ceux qui nous regardent. Alors, le conseil, c'est quoi? C'est pas la peine de souffrir. Il y a tellement aujourd'hui de thérapies pour ça. Notamment, je vais parler d'hypnose, pas parce que je suis hypnothérapeute, mais parce que je l'ai vécu, parce que depuis 8 ans que je pratique l'hypnose, je reçois énormément de cas de phobie et c'est juste extraordinaire ce qu'on peut faire en l'espace de 2 voire 3 séances. Des fois, même une séance peut suffire, et notamment auprès des enfants. Parce que les enfants sont tellement réceptifs à l'hypnose que le résultat est juste incroyable. Pourquoi? Rapide. Parce qu'en fait, l'enfant ne fait pas la différence entre l'état d'éveil et l'état imaginaire, qui est l'état d'hypnose. Pour un enfant, c'est tellement beaucoup plus facile d'imaginer qu'un adulte. Il va pas résister, peut-être. Non, il fera pas autant de résistance qu'un adulte. Donc, l'imaginaire, c'est un monde qui est tellement accessible pour lui que il ira limite instantanément. Il suffit de dire à l'enfant, écoute, ferme les yeux, viens, on va jouer à faire semblant, imagine que t'es sur une plage ou imagine que t'es dans une forêt, et hop, il est déjà en dissociation. Alors qu'un adulte, ça prend un petit peu plus de temps. Mais on est tous réceptifs à l'hypnose, comme j'avais dit la dernière fois. Exactement. Zohor, je te remercie pour toutes ces explications. Avec à très plaisir. bientôt. Avec plaisir, merci. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.